Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Ouverture aujourd'hui à Abidjan d'un centre digital de gestion du foncier urbain. Ce centre permettra de gérer efficacement les questions foncières. Il a été inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. Le 27e congrès mondial de l'Union postale universelle poursuit ses travaux à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Les directeurs de la Poste de Djibouti et de Côte d'Ivoire ont animé une conférence de presse. La Côte d'Ivoire annonce la création prochaine d'une banque postale. Et puis les efforts de la Côte d'Ivoire pour éviter une épidémie d'Ebola. Les premiers cas contacts confirmés ont été identifiés et vaccinés. L'OMS a annoncé un nouveau cas hier. Vous avez raison de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous le savez, la Côte d'Ivoire a opté pour une digitalisation de la plupart de ses services. Le foncier urbain vient d'être touché par cette option. Un centre digital de gestion du foncier urbain a été inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. Ce centre permettra de changer radicalement la façon de gérer le foncier. On en parle avec Salif Yalekwe et Tanguy Kono. Par ces actes, l'État ivoirien affiche sa volonté de moderniser considérablement la gestion de son foncier. Ce mercredi, le chef du gouvernement Patrick Achi a inauguré ce centre de production, de simplification et de transformation digitale du foncier urbain à Abidjan Plateau, en plein cœur de la cité administrative. Un centre qui vise à terme la mise en place d'un système intégré de gestion du foncier urbain dénommé SIGFU. Une initiative du ministre de la Construction, du logement et de l'urbanisme en collaboration avec celui en charge du budget et du portefeuille de l'État. Opérer la rupture, telle est l'ambition des initiateurs. L'ambition que nous avons de transformer radicalement en mieux, bien sûr, la gestion du foncier urbain de notre pays. Une des choses que nous voulons corriger, renforcer la force juridique de l'ACD, en faire un document authentique, définitif, incontestable. Les installations de ce centre, bâti sur 3200 mètres carrés, ont été visitées par Patrick Achi, qui se réjouit de sa mise en place avec l'appui de la France. On a eu un problème de lenteur d'accès à ces informations-là. Que ce soit l'ACD, que ce soit les permis de construire, le temps d'obtention de ces documents n'était pas facile. On a également eu un problème de fiabilisation de ces informations, s'assurer que c'est des informations fiables, donc sécurisées. Et toutes ces questions-là, aujourd'hui, avec le projet qui est en cours, qui démarre maintenant, vont connaître d'ici 1 à 2 ans une fin. Quelqu'un qui décide d'acquérir un terrain ou d'acquérir un bien immobilier peut directement sur l'écran voir l'évolution, je dirais, étape par étape de ce processus d'acquisition, mais surtout, ça va se faire dans un délai extrêmement court. La deuxième chose, c'est que ce document sera sécurisé, fiabilisé, inviolable. Avec la mise en place du SIGFU, le ministère en charge de la construction envisage accroître par 10 les capacités actuelles de production de la chaîne foncière à 60 000, les arrêtés de concession définitive, à céder et à 100 000 les années suivantes. Ouvert le 9 août dernier, le 27e congrès mondial de l'Union postale universelle se poursuit à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au menu des conférences, des travaux en commission ainsi que des rencontres entre les différentes délégations. On en parle avec Yeli Traoré et Harouna Zeba. Au 10e jour du 27e congrès mondial de l'Union postale universelle, UPU, les congressistes semblent avoir pris leurs habitudes dans les locaux de l'Hôtel Ivoire où se déroulent les travaux. Déjà, lors d'une conférence de presse organisée le lundi 16 août 2021, le nouveau secrétaire général de l'Union panafricaine des postes est intervenu sur le rôle que joue la Poste face aux impacts de la pandémie de Covid-19 sur les économies des pays africains. Des délégués rencontrés dans les salles de réunion ou dans les halls de l'hôtel témoignent. On a une tradition au niveau de l'UPU qui est toujours d'aller vers le consensus. On discute de choses qui, des fois, créent des clivages, mais le génie de l'UPU, c'est de pouvoir négocier et d'amener les gens à toujours trouver un consensus pour que tout le monde puisse adhérer sur les points qui sont à l'ordre du jour en discussion.
vraiment on y arrive petit à petit et on progresse dans ce sens-là. Les décisions prises ici permettront également de faire évoluer le secteur postal au niveau de notre pays. Parce que la digitalisation qui est mise en avant, ainsi que le développement du commerce électronique, est le souci de tous les pays. Et nous, en tant que pays en voie de développement, on ne peut que s'inspirer de l'expérience des autres et aussi des initiatives que nous pouvons prendre au niveau national pour faire évoluer les secteurs. La journée d'aujourd'hui a également connu 2 conférences de presse de patrons de poste, celui de Djibouti et l'Ivoirien. Les choses se passent bien, on est dans une montée en puissance. Là maintenant, on est dans le vif du sujet. La première semaine était plutôt celle de l'ouverture et des réunions ministérielles. Là, c'est technique, c'est les experts qui discutent, c'est des propositions que font des pays, qui sont discutées par d'autres pays, ils sont amendés, etc. Donc, on est vraiment dans le cœur du congrès actuellement et donc on est en train de travailler là. J'ai informé que nous sommes très avancés sur la stratégie postale d'Abidjan, qui est en train d'être discutée et pour lesquelles nous avons beaucoup d'espoir, en tout cas pour la poste mondiale en général et puis pour la poste de Côte d'Ivoire en particulier. La poste de Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. Elle a beaucoup de travail à faire pour qu'elle puisse être dans le quotidien des Ivoiriens. Mais ce que je retiens, c'est qu'une partie de la stratégie postale mondiale, c'est de faire des opérateurs postaux des points de prestation de services. La présence postale sur l'étendue du territoire est un atout pour que nous puissions accompagner nos concitoyens dans les services administratifs, financiers et digitaux. Et bon, c'est une chance pour nous de pouvoir partager les expériences de ceux qui ont déjà bien réussi. Ouvert le 9 août dernier, le 27e congrès de l'UPU prendra fin le 27 août prochain. Lors de ce congrès, les pays membres devraient adopter la nouvelle stratégie postale mondiale, à savoir la feuille de route pour le prochain cycle de travail qui débute en 2022. Il fixera également de nouvelles règles et définira des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Au plan sanitaire, sachez que l'Organisation mondiale de la santé a signalé hier un cas suspect du virus Ebola. 9 cas contacts ont été observés dans le pays après le cas confirmé du week-end dernier. On en parle avec Thiemé Dondje. La situation sanitaire en lien avec la fièvre hémorragique Ebola continue de décliner. L'Organisation mondiale de la santé, par la voix du porte-parole Tarik Jasarevic, lors d'un point de presse à Genève, fait savoir qu'un nouveau cas suspect du virus Ebola et 9 cas contacts ont été observés dans le pays après le cas confirmé du week-end dernier. Concernant les chiffres, il y a 2 cas. Un qui a été confirmé, une jeune femme, et il y a également un cas suspect. Il y a actuellement 9 cas contacts identifiés. L'OMS juge par ailleurs extrêmement préoccupant que le cas détecté en Côte d'Ivoire se soit déclaré à Abidjan, une métropole de plus de 4 millions d'habitants, 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie de 2021 en Guinée. À la question de savoir si la séquence génétique du virus d'Ebola, identifiée à Abidjan, a un lien avec l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Guinée cette année, le porte-parole précise que les premiers résultats montrent qu'il s'agit probablement de la souche Zaïre du virus, à savoir le sous-type de virus Ebola qui a sévi en Guinée en début 2021. Notons que le ministre Pierre Damba s'est rendu aujourd'hui mercredi à Ouaninou pour des échanges avec les populations frontalières avec la Guinée. Question de rassurer sur les dispositions sanitaires et sécuritaires prises pour éviter toute contamination à grande échelle du virus Ebola. La Côte d'Ivoire poursuit ses efforts pour éviter une épidémie d'Ebola à grande échelle dans le pays. Après la désinfection des urgences du CHU de Cocody et la vaccination des agents de ce service, un cap a été mis ce mardi sur le lieu de résidence et la clinique de la patiente dépistée positive. Et les personnes contacts de ces 2 sites ont été identifiées et vaccinées. Le ministre de la Santé rassure les populations. Le reportage de Thiemé Dondje et de Mathurin Badé. Les autorités sanitaires ivoiriennes engagent la riposte au virus Ebola. Nouvelle opération, l'identification pour la vaccination des personnes contacts de la patiente dépistée positive en fin de week-end dernier. Première étape, Cocody 2 Plateau à Cacro, quartier de résidence de la malade.
Avant la campagne, séance de briefing entre le ministre de la Santé et le chef du village. C'est son mari qui était ici avant qu'elle n'arrive. Il faut veiller à ce que si de nouvelles personnes arrivent de la Guinée, qu'on puisse être informés. L'objectif, c'est de vous protéger. Les cibles répertoriées, les vaccinations sont lancées. Les premiers cas contacts se prêtent à l'exercice, à la satisfaction du ministre qui fait des précisions. Après la Guinée, à Abidjan, c'est ici qu'elle a atterri. Et c'est ici que vit son conjoint. Et c'est d'ici qu'elle est partie à l'hôpital. Donc c'est important qu'elle-même, étant mise en isolement, son fiancé également, tous ceux qui rôdent autour de cette maison, qui ont des cas contacts, soient pris en charge. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour vraiment casser la chaîne de contamination de la maladie. Aux côtés des acteurs du système sanitaire national, le représentant résident de l'OMS se réjouit, lui, de la bonne maîtrise de la situation par la Côte d'Ivoire. Les stratégies recommandées par l'OMS sont en train d'être appliquées par la Côte d'Ivoire. En ce sens que la première stratégie que vous voyez là, c'est la vaccination même au foyer. Et à savoir, là où la patiente a séjourné quand elle est venue de la Guinée, elle était dans ce quartier-là. On a recommandé que ce soit d'abord le premier point où il faut vacciner tous les environs de cette famille-là où elle a séjourné. Ensuite, le pays a vacciné le personnel de santé, qui sont de première ligne. Et ça, c'est extrêmement important. Peu après, cap est mis sur Marcory résidentiel, quartier qui abrite la clinique où la patiente s'était rendue pour les premiers soins avant d'être référée aux urgences du CHU de Cocody. Sur cet autre site, avec des personnes contacts, le ministre Pierre Damba donne des assurances. Le système de santé de la Côte d'Ivoire est assez robuste pour contrôler cette épidémie. Donc je voudrais rassurer les Ivoiriens et les appeler à la sérénité et au calme. C'est un cas importé, un seul cas isolé, et nous sommes en train de traquer cette maladie pour qu'elle s'éteigne complètement sur notre territoire. Notons que 5000 doses de vaccins ont été mobilisées dans le cadre de la riposte à la fièvre hémorragique Ebola. Le pronostic vital du tout premier cas confirmé dans le pays, dira le ministre, est désormais favorable. On poursuit avec un sujet triste. Il s'agit du viol d'une petite fille de 3 ans par l'ex-compagnon de sa mère. Les faits se sont déroulés dans la commune d'Abobo. En colère, indignée et impuissante, la famille demande de l'aide pour que la petite reçoive des soins et que l'auteur soit mis aux arrêts. Jean-Michel Quadio, Karine Kassi. Abobo, Agbekwa. Il est minuit lorsque Oro Chantal, la mère de la fillette, décide d'aller dormir chez son ex. Bien accueillie, elle ne se doute de rien. Tard dans la nuit, l'hôte installe la petite fille dans la chambre. Grande est la surprise de la mère lorsqu'elle découvre sa fille couchée dans un bain de sang mêlé à du sperme. Ange, la petite fille de 3 ans, venait d'être violée par son ex. L'auteur du viol a carrément nié les faits. Il me dit, donne-moi l'enfant, je vais aller la faire coucher. Il dit, je suis fatiguée. C'est dans ça qu'il me suis levée. Et puis il a pris l'enfant pour aller la faire coucher. Et puis lui, il allait se coucher. Maintenant, lorsqu'il a fini de manger, il a dit, je vais aller me coucher, porter couche à l'enfant. Quand il a fini, il a éclairé maintenant. Dans le sexe de l'enfant, il voit que c'est gâté. Parce qu'avant de lui porter couche, il faut que je mette les poudres là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. Il voit il y a changement. Il a nié même. Il dit que lui ne peut pas faire ça. Frappé par cette grande consternation, Oro Chantal a décidé de se tourner vers la police, qui à son tour a réclamé un certificat médical avant une quelconque intervention. Malheureusement, pour cette cuisinière, 50 000 francs représentent une somme exorbitante. Et ils veulent les certificats, les policiers. Là, ça a prouvé que l'enfant était violé. Il n'a pas les moyens. On est parti à l'hôpital hier, ils ont donné une ordonnance. Ils sont allés payer le tuyau là, avec compresse, avec les gants. Donc ils ont mis ça dedans, son truc. On dirait qu'elle était blessée là-bas. Jusqu'ici, elle et sa sœur sont restées impuissantes. Chaque soir, elles pleurent pour leur fille. Tout ce qu'elles souhaitent aujourd'hui, c'est une prise en charge médicale de la fillette. Aussi, le plus important pour elles, c'est que l'auteur de cet acte ignoble soit mis aux arrêts. Il faudrait qu'on soigne la petite et qu'on mette la main sur l'individu. Parce que demain, il ne faudra pas qu'il repasse ça à d'autres petites filles. Sur les 1129 cas recensés par les Nations Unies en 4 ans,
plus de 2/3 concernent des enfants. Selon le rapport du Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, parmi les crimes qui sont souvent dénoncés, 90% d'entre eux sont instruits, mais moins de 20% aboutissent à une condamnation. Les nouveaux bacheliers ont jusqu'au 31 août pour terminer leur préinscription et c'est l'occasion d'attirer leur attention sur les filières infructueuses. Confrontés aux difficultés d'orientation, les bacheliers font souvent de mauvais choix ou sont orientés vers des filières non souhaitées, ce qui conduit certains à abandonner les études ou à se reconvertir. On en parle avec Jean-Michel Quadio et Éric Kimo. Cocody de Plateau, quartier Colombie, d'origine béninoise, Ongues Kevin est un jeune élève brillant de 18 ans qui a obtenu son baccalauréat cette année avec 224 points. Ayant opté premièrement pour le management, ressources humaines, il a rapidement porté son choix sur une autre formation. Selon ses informations, il est difficile d'obtenir un emploi dans cette filière. Il a donc décidé de se rendre dans son pays d'origine pour suivre une autre formation. Je vais aller faire ça au Bénin. J'ai voulu faire le management des ressources humaines, mais bon, il y a trop de personnes là-bas. Et puis avoir l'emploi n'est pas assez. Donc, je veux faire le droit. Il souhaite tout de même revenir en Côte d'Ivoire pour poursuivre ses études. Pour cela, il souhaite obtenir une subvention. Ce que moi je fais, demander une prise en charge et puis faire une université privée. Je ne veux pas faire une université publique. À Cocody Faya, le constat est le même. Cette jeune fille âgée de 19 ans a elle aussi obtenu son baccalauréat, série A2. Depuis toujours, elle souhaite être directrice des ressources humaines pour faire des entretiens et embaucher du personnel. Malheureusement, elle s'est rendue compte que le milieu est saturé. Elle a choisi finalement le droit pour être plus tard magistrate. Je veux faire le droit. Le RH-Com, c'est quelque chose au départ que j'ai beaucoup aimé. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il n'y a vraiment pas d'emploi. C'est très difficile. Donc ça fait que plusieurs personnes même qui ont exercé cela se sont reconverties en d'autres formations. Je dois opter pour 3 filières. Maintenant, les 2 autres filières, je ne sais pas trop. Parce que j'ai fait la pure littérature, je ne veux pas choisir une filière et puis partir, et puis ils vont parler trop de mathématiques. Tout ça me fatigue, donc on est déçus pour le moment. Si plusieurs bacheliers ont opté pour des formations comme les ressources humaines et la communication, les années précédentes, cette année, c'est tout le contraire. Les futurs étudiants semblent avoir compris le piège qui s'y trouve. Pour certains, il vaut mieux préserver son avenir en évitant de se tourner vers des filières qui n'offrent pas de véritables chances d'insertion. Du sport pour terminer, les éléphants de Côte d'Ivoire sont dans le groupe E et affronteront l'Algérie, champion au titre, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale pendant la CAN 2022. Salif Yaleko et Tanguy Konon ont tendu leur micro aux Ivoiriens pour connaître leur avis sur le groupe E. Pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022, les éléphants de Côte d'Ivoire évolueront dans le groupe E. Les éléphants affronteront les Fennecs d'Algérie, champions au titre, les Lion Stars de Sierra Leone et le Nzanlang National de la Guinée équatoriale. Tel est le verdict du tirage au sort de cette CAN qui s'est tenu mardi soir à Yaoundé au Cameroun. Pour les supporters de l'équipe nationale, ce tirage est favorable à l'équipe du coach Patrice Baumel. L'Algérie n'est pas un morceau insurmontable. Voilà, on a du talent, on a des joueurs. Maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est une envie et puis une bonne préparation au niveau de cette CAN-là. Sinon, je pense que nous sommes dans une poule assez abordable. Et c'est acceptable. C'est aux joueurs et surtout à l'instance dirigeante de la Fédération ivoirienne de mettre les moyens pour que l'équipe se prépare dans de meilleures conditions. Je crois fort que la Côte d'Ivoire a des possibilités pour aller au second tour. On a une très bonne équipe au vu des dernières rencontres et nous croyons fort à cette équipe-là que nous pourrons faire du chemin dans la Coupe d'Afrique. Aimé Gueye, journaliste sportif dans la même veine, estime que la poule E est jouable pour les éléphants. C'est une des rares fois que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une poule qui est vraiment abordable, hormis l'Algérie. La Côte d'Ivoire est donc l'équipe la plus expérimentée de cette poule E parce que la Côte d'Ivoire va vers sa 24e participation. La Côte d'Ivoire 2 étoiles comme l'Algérie. Et dans cette poule, on retrouve la Sierra Leone qui a sa 3e participation, la Guinée équatoriale qui a sa 3e participation
l'Algérie est tenante du titre. L'Algérie avec la Côte d'Ivoire sont donc les équipes, à mon avis, qui peuvent sortir vivant donc de cette poule. Mais, sait-on jamais, aujourd'hui le football a évolué. Il ne faut pas négliger une équipe parce que tous les joueurs se valent. Le sélectionneur des éléphants, qui a pris part à ce tirage, affiche ses intentions. La Coupe d'Afrique, ce n'est pas par chance, donc ça va être une belle compétition dans un grand pays du football. Pour parler de mon groupe, forcément, lorsque nous jouons l'Algérie, championne d'Afrique en titre, c'est un géant d'Afrique. Mais j'ai beaucoup de respect aussi pour la Guinée équatoriale et la Sierra Leone, puisque je les ai déjà joués dans le passé. Donc ça sera des matchs complètement différents, parce que les équipes ont des caractéristiques différentes. Mais je respecte ces 3 équipes et on va se préparer très sérieusement pour aller le plus loin possible. 6 stades vont accueillir les 52 matchs de ce rendez-vous africain du football. Pour cette compétition, la Côte d'Ivoire a à son actif 2 victoires, notamment en 1992 et 2015. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Pierre Accro. D'ici là, prenez soin de vous.